Nous allons évoquer le parcours du candidat au CSE à l'élu CSE, avec quelques points indispensables qu'il faut évoquer. Qui peut devenir candidat? Est-ce qu'il y a des priorités aux uns ou aux autres? Quelles sont les qualités humaines? Et surtout, on vous donnera en fin de vidéo quelques conseils. Je suis pour cela avec Fabrice Allégouette de Osez vos droits et ID Prévention. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, qui peut devenir candidat à une élection professionnelle du CSE? Alors déjà, tout salarié qui a une ancienneté de au moins 1 an dans l'entreprise, mais surtout tout salarié aussi qui se soucie des collaborateurs, des autres salariés de l'entreprise et qui a vraiment envie d'aller au-devant des difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour les représenter. Donc tout salarié qui a aussi le souci des autres. Alors, est-il juste de dire que le premier tour est réservé aux syndicats? Alors c'est vrai, c'est une règle tout à fait juste et légale. Simplement, elle est de moins en moins connue, ou en tout cas de moins en moins comprise. C'est un principe de droit. Donc ceux qui veulent se présenter au premier tour sont censés être euh, partenaires d'un syndicat, ou en tout cas adhérents à un syndicat. Et ensuite, ils peuvent faire la démarche, donc constituer une liste sur une étiquette syndicale. Ça peut être FO, CGT. D'ailleurs, il est exact de dire que ce sont les syndicats qui présentent une liste au premier tour. Exactement. Et en plus, c'est un scrutin de liste obligatoire. Donc, on ne peut pas se présenter en candidature libre, qu'on soit titulaire, suppléant, cadre ou non cadre. Au premier tour, c'est une liste montée par un syndicat. Alors, là, pourquoi un second tour peut-il être nécessaire? Alors, tout simplement parce que dès le premier tour, on peut imaginer que les sièges ne seront pas tous pourvus et que la plupart des gens qui sont allés voter n'ont pas forcément choisi de voter pour tous les candidats ou toutes les listes. Et donc, on peut avoir des sièges vacants au premier tour qui seront forcément réouverts pour le second tour. Alors, on va se concentrer sur le CSE. Pour le CSE, la parité sur la liste est obligatoire. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est difficile à respecter? Globalement, est-ce qu'on y arrive? Alors oui et non. Il y a beaucoup eu d'obstacles. On peut prendre par exemple le cas d'entreprises où il y a une majorité d'hommes ou une majorité de femmes. Il y a comme ça des secteurs d'activité qui sont extrêmement enclavés par une majorité soit d'hommes, soit de femmes. Et donc il est difficile à ce moment-là d'imaginer ne serait-ce qu'une parité. Par parité, on entend souvent pair, un homme, une femme. La réalité, c'est qu'on aura souvent une représentation proportionnelle d'hommes et de femmes en fonction des catégories sociales professionnelles. Mais là encore, pour respecter un certain équilibre, on va devoir alterner un homme et une femme sur une liste jusqu'à épuisement des quotas. D'ailleurs, on peut prévoir, je crois, vous me reprendrez si je me trompe, dans le protocole préélectoral, que dans une catégorie d'entreprise où il y a plus d'un genre que de l'autre, on peut mettre tendra vers la parité. Puisque si on a 85% d'hommes dans une usine, par exemple, il va être très difficile d'avoir la parité parfaite à 50-50. Donc il est sage d'ajouter dans le protocole préélectoral tendra vers. Alors c'est juste, mais de toute façon, même si on ne l'avait pas marqué, des arrêts de la jurisprudence ont déjà démontré qu'on ne peut pas se focaliser sur une parité parfaite. Au tout début de l'histoire de cette loi, on a beaucoup de listes qui ont été mal remplies, mal renseignées. Du coup, il y a eu pas mal de déboires judiciaires. Puis finalement, la Cour de cassation est venue nous rappeler qu'il faut faire l'effort d'aller chercher cette parité et à défaut de pouvoir le faire de façon mécanique, il faut tendre vers une égalité en nombre de représentants, d'hommes et femmes. Et à défaut, on remplit les listes comme on peut. Alors, si on veut se présenter à une élection, si on a envie d'être élu, euh, quelle qualité humaine faut-il pour avoir même l'idée de le faire? Est-ce qu'on fait le point sur soi-même en disant est-ce que j'ai les qualités pour le faire? Alors déjà, il faut être animé par les autres, le souci du droit, de la justice sociale, du dialogue social. Il y a beaucoup de salariés qui ignorent à quel point ils vont être exposés face à l'employeur, face à leurs collègues qui vont leur demander des comptes. Et donc déjà, il faut peut-être se poser la question, est-ce que j'aime parler aux gens? Est-ce que j'aime représenter les gens? Est-ce que j'ai des qualités en moi qui me permettront de résister par exemple à la pression? Est-ce que j'ai envie de prendre du temps pour réfléchir aux conditions de travail de mes collègues, à l'égalité professionnelle, à la manière dont ils sont formés, aux problématiques disciplinaires de l'entreprise? Voilà. Donc les premières qualités, c'est peut-être d'être empathique, altruiste, et puis évidemment d'avoir cette volonté de représenter les autres. Représenter les autres, mais aussi être à l'écoute et avoir envie de donner du temps. Parce que ce que quelquefois on ne sait pas, c'est qu'on va avoir des heures de délégation, mais qu'il se pourrait bien que les heures de délégation ne soient pas suffisantes pour faire le tour de l'entreprise quand elle est un peu étendue et de se pencher sur les problèmes de chacun et surtout d'essayer d'y trouver des solutions parce que les représentants du personnel ne font pas que s'opposer, ils doivent proposer aussi.
Alors c'est vrai. Alors les heures de délégation, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement, mais c'est juste un temps parmi tant d'autres. On peut parler de bénévolat aussi. Être élu, ça veut dire aussi chercher à réussir. Et donc parfois, le temps qu'on met à nos dispositions, qui est celui du temps de travail effectif, n'est pas suffisant. Ça veut dire aussi que quand on se lève le matin, on peut aussi penser à des projets. Quand on va faire les courses, on peut penser à ce qui pourrait être utile de faire pour des salariés. Quand on négocie pour soi-même, est-ce qu'on ne peut pas négocier pour les autres? Donc être élu, c'est aussi un second habit. On n'est pas élu uniquement de telle heure à telle heure, on est élu tout simplement. Et en fonction des horaires, on aura de temps en temps le droit de travailler sur son temps de travail pour les salariés. Donc il faut bien dire que dans les qualités humaines qu'on doit avoir, c'est aussi plus penser aux autres qu'à soi-même. Ben, c'est essentiel. Si on pense qu'à soi-même, évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors, une fois élu, puisque maintenant on a vu qu'il y a les qualités, on a vu ce qu'il fallait pour se présenter, on a vu la règle de la parité, une fois élu, est-ce que les nouveaux membres doivent respecter un cadre en particulier? Alors, le CSE, c'est une affaire, moi j'appelle ça souvent une famille recomposée. À la fois parce qu'il y a des gens qui sont élus dès le premier tour, d'autres au second tour, à la fois parce que le système est organisé en collège, cadre, non cadre, à la fois parce que les salariés sont pluriels, ils viennent de tout horizon, ils ont des expériences diverses. Et donc l'idée, c'est dès le départ, se fixer un cadre qu'on appelle le règlement intérieur, hein, tout simplement du CSE, qui va permettre à chacun de savoir ce qu'on attend de lui. Donc moi je dis souvent que le règlement intérieur, c'est une règle qui rappelle que qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. Donc oui, on est un obligé finalement du CSE quand on est élu, on est un obligé de cette institution professionnelle au service du plus grand nombre. Et alors, pour terminer, quel conseil donneriez-vous à un nouveau CSE pour réussir son mandat? Alors d'abord, de se former, parce qu'évidemment, quand on ne connaît pas le monde institutionnel, puis surtout le monde du droit du travail, il me semble difficile de pouvoir aborder les sujets avec bienveillance et surtout avec professionnalisme. L'autre élément important pour moi, c'est surtout de se rappeler que même si on n'a pas été élu sur les mêmes listes, même si on n'a pas les mêmes programmes au départ, même si les ambitions peuvent être divergentes au départ, il faut se rassembler. On ne peut pas attendre d'un CSE qu'il rassemble les salariés, alors même que le CSE en lui-même est divisé. Puis, il faut peut-être définir une feuille de route, c'est-à-dire être capable de se fixer des objectifs, de dire voilà où on va, pour qui on le fait, comment on le fait, et puis surtout comment on valide que c'est fait. Et enfin, il faut peut-être aussi penser à sa façon d'aborder les futurs obstacles. Il y aura des obstacles, il y aura des difficultés. Est-ce que le premier obstacle va renvoyer au fait qu'on lâche tout, on abandonne, ou est-ce qu'au contraire, on est opiniâtre, on est tenace et on s'engage vraiment? Voilà, moi, je dis toujours qu'il faut se faire un peu violence. Être élu, c'est découvrir aussi tous les travers du monde de l'entreprise qu'on ne connaissait pas en tant que salarié. Donc c'est aussi peut-être se découvrir, soit en courageux, soit en lâche. Oui, faut être curieux surtout. Bah, curieux, peut-être même inventif, parce que quand on est face à des situations improbables qu'on n'a jamais rencontrées, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quelle situation on peut le faire, jusqu'à quel point on peut voilà, passer ces obstacles. Ça peut être des difficultés nouvelles qu'on va découvrir avec les salariés, qui vont nous poser beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Ça peut être des tensions avec la direction, ça peut être des difficultés à se coordonner au sein de l'équipe. Voilà. Quelles vont être les solutions? Peut-être qu'il va falloir aussi y penser avant d'être candidat à une élection professionnelle. Alors, puisque théoriquement, et je dis bien théoriquement, le CSE vient d'être élu puisque les derniers CE sont morts le 31 décembre et depuis le 1er janvier 2020 officiellement on est parti pour un mandat de 4 ans. Ceci vaut pour des élections anticipées dans quelques entreprises au cas où, mais surtout pour les prochaines élections. Avant de vous présenter, répondez aux questions que nous avons posées à Fabrice et suivez les conseils. Si vous n'êtes pas prêt il y a de fortes chances que vous ne réussissiez pas votre mandat et que vous ne donniez pas satisfaction à ceux que vous représentez. Et vous êtes la voix de cela. Vous êtes la voix des salariés dans l'entreprise en réunion avec le DRH ou avec le patron. Moi, j'ajouterais d'ailleurs que ce n'est pas un passe-temps. Beaucoup d'élus, parfois, nous racontent que leur motivation, leur seule motivation, c'est de découvrir ce qui se passe de l'intérieur. Ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un passant. Être élu, c'est aussi s'obliger vis-à-vis des autres à représenter la plupart des collaborateurs qui sont en difficulté, ou c'est s'obliger aussi à discuter de sujets qui sont très importants pour le monde social. Donc si on n'a pas vraiment la fibre, peut-être qu'il faut simplement se préparer à l'avoir. Et puis c'est pas grave, hein, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être représentants du personnel. C'est pas un crime en soi. Ce qui le serait davantage, c'est se présenter et puis se rendre compte que c'est pas fait pour soi et de déséquilibrer la balance une fois élu. Donc pensez-y avant. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que j'ai envie de le faire? Ne succombez pas uniquement aux sirènes hurlantes des élections professionnelles. Merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup.